Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir présenter un certain nombre de choses autour des recherches menées sur la santé mentale des détenus. Je crois que c'est tout à fait important parce que c'est vrai que dans le domaine de la santé des détenus, santé en prison, tout ça, ou personnes placées sous main de justice, on est dans un domaine dans lequel les recherches sont très très peu développées jusqu'à présent. Parce que une des premières choses, c'est que c'est des recherches très difficiles à mener, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur leur réalisation, des obstacles qui peuvent être logistiques, hein, les contraintes liées à l'environnement carcéral, l'accès à des personnes détenues, quelle que soit la thématique de recherche, que ce soit de la recherche en sociologie, une recherche plus en santé publique, etc. C'est vrai que c'est pas facile, hein, que des attachés de recherche clinique ou des personnes portant une recherche puissent y accéder. Il y a des aspects réglementaires. Vous savez que même dans la législation concernant la protection des personnes qui rentrent dans le cadre des recherches, eh bien, les détenus font partie de personnes particulièrement protégées, ce qui fait qu'il y a un nombre d'accords qui sont nécessaires d'être obtenus pour mener une recherche quelle qu'elle soit, même si elle est purement descriptive. Et puis, il y a aussi des obstacles qui sont méthodologiques, parce que on peut avoir des études portant sur quelques personnes, quelques personnes, quelques détenus, mais il est très difficile de pouvoir en dégager des conclusions ou des généralités, parce que il y a beaucoup de différences entre une personne qui est en centre de détention, en maison d'arrêt, enfin ce qui reflète, il y a en fait la durée moyenne de détention est autour de 6 mois. C'est vrai que s'intéresser aux personnes qui sont en maison centrale, c'est tout à fait différent. Donc voilà, c'est très difficile. Et donc, ce qui fait qu'il y a très très peu d'études qui sont disponibles dans le monde, dans les prisons françaises surtout, alors que il y a des choses on en a discuté plusieurs fois ce matin, qui sont quand même connues de tous, que tous ceux qui travaillent aux côtés, que ce soit sur le versant administration pénitentiaire, des SPIP ou des personnels de santé, voire des associations, se rendent compte que les troubles psychiatriques, eh bien, il y a une surreprésentation. Il y a d'ailleurs des études, enfin, c'est pas un sujet récent, là. Vous savez que la toute première étude sur les troubles psychiatriques, enfin, la santé mentale en milieu carcéral est ancienne, hein, elle date de 1918, elle a été réalisée dans la prison de Sing Sing, qui était une prison à l'époque vraiment connue pour son avancée, son modernisme, entre guillemets, ça semblait pour l'époque, enfin au début du XXe siècle. Donc il y a des études qui sont comme ça, mais qui sont restées malheureusement plutôt, je ne vais pas dire contemplatives, mais en tout cas sans implication. Or, s'il y a quelque chose de tout à fait important dans comment la démarche de la recherche, c'est qu'il y ait une finalité à cette recherche. Et la finalité, c'est de permettre de mieux connaître les besoins de soins, les besoins d'accompagnement, les besoins de travail sur l'environnement, et bien sûr, et donc de pouvoir adapter eh bien, à ces besoins, face à ces besoins, une offre en environnement, une offre en soins, une offre en accompagnement. Et donc, c'est vraiment tout à fait essentiel. En France, la seule étude qui fait vraiment référence là depuis une période relativement récente, c'est l'étude qui a été réalisée par les professeurs Falissard et Rouillon, qui a été publiée en 2006, mais c'est une étude qui a été menée en 2003-2004. Hein, donc, vous voyez, c'est quelque chose qui date déjà, vu la façon dont les choses évoluent dans la prison, dont les besoins de soins évoluent. On vient de parler bien sûr de la crise Covid, qui est encore quelque chose de supplémentaire qui sont ajoutés. Mais en tout cas, cette étude de Falissard a permis de marquer les esprits et de montrer que non seulement les troubles psychiatriques étaient fréquents, mais que les personnes qui en souffraient alors qu'elles étaient incarcérées, eh bien, c'était des troubles sévères, hein, puisque c'est à peu près pour l'ensemble des troubles identifiés, plus de 36% de personnes souffrant de troubles suffisamment sévères pour pouvoir, dans le milieu général, parfois justifier d'une hospitalisation ou de recours à des soins plus intensifs.
Alors, vous voyez, hein, là, c'est une espèce de synthèse de ces résultats d'études épidémiologiques. Alors, l'étude de Falissard portait sur 800 personnes. Il s'agissait de détenus en cours de détention, hein, qui ont été évalués sur plusieurs établissements en France. Et vous voyez là, les chiffres qui montrent bien, même s'il n'y a pas de comparaison directe, une surreprésentation par rapport à ce qu'on connaît de la prévalence de la schizophrénie, qui normalement en population générale est de l'ordre de 1%. Là, vous voyez de 6,2%. Les troubles bipolaires, les épisodes, la dépression majeure à 24%, les addictions à 19%. Et vous voyez que des revues internationales, notamment celle menée par Sina Fazel, qui est vraiment quelqu'un de tout à fait important dans ce domaine, eh bien, montre aussi une surreprésentation, même s'il n'y a pas de comparaison directe avec la population générale. Alors, je vais vous parler d'une étude qui a été menée sur le CHU de Lille. Alors, juste quelques mots sur le CHU de Lille, hein, sur le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Savoir que dans le pôle de psychiatrie du CHU de Lille, il y a à peu près 200 personnes qui travaillent dans le milieu pénitentiaire, et qu'il y a euh, l'ensemble, on peut dire entre guillemets, de la gamme d'offres de soins en milieu pénitentiaire. Ça va du dispositif de soins en psychiatrie sur 2 établissements, le SMPR, l'UHSA, une équipe mobile d'accompagnement à la sortie, également un centre de ressources pour les auteurs de violences. Donc tout ça est regroupé, ce qui permet d'avoir un regard tout à fait intéressant sur le parcours de soins et d'accompagnement des détenus. Ça peut être surtout pendant et après la détention. Et donc, il y a une volonté aussi de la part de ce pôle de consacrer des ressources à une recherche, à tel point que cette recherche est sortie des limites même du CHU, avec l'aide de la Fédération de recherche en psychiatrie et en santé mentale des Hauts-de-France, qui implique l'ensemble des établissements autorisés en psychiatrie, et donc l'idée de pouvoir faire des recherches globales sur ces parcours pendant, après, et même avec l'idée peut-être avant la détention, ce qui serait bien sûr important. Donc il y a vraiment une volonté de recherche, parce que ça aussi, pour lever les obstacles à la recherche, pour aller au-delà de ce que je vous disais tout à l'heure, il faut des ressources, il faut des gens qui soient impliqués, et il faut des financements, et donc c'est aussi quelque chose qui s'est mis en place. Alors cette étude, c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que l'investigateur est porté par le CHU de Lille, qui est aussi l'établissement qui porte le secteur de psychiatrie au milieu pénitentiaire, qui reste sur le périmètre des anciennes régions. Et c'est une étude qui a été menée en partenariat avec le centre collaborateur OMS, qui mène, je pense que vous le savez, depuis plusieurs années, des études de prévalence de troubles psychiatriques et de santé mentale en population générale, et ce qui a permis justement de pouvoir comparer des données en intracarcéral et des données sur une population du même territoire, issue du même territoire, pour lequel on a bien sûr fait des appariements pour l'âge, puisque ça a été souligné tout à l'heure, c'est vrai qu'en détention, les détenus sont plutôt jeunes par rapport, en tout cas, à la population du territoire, tout ça. Et donc, le promoteur a été, et toujours la Fédération de recherche en santé mentale, qui est identifiée maintenant comme un promoteur tout à fait intéressant pour développer des recherches en milieu pénitentiaire. Alors, cette étude qui a été menée jusqu'en 2017, dont les résultats sont publiés, ont été publiés en 2020, a été menée sur 8 maisons d'arrêt. Alors, pourquoi les maisons d'arrêt? Parce que la question qui était posée était de quel est l'état de santé des personnes lorsqu'ils arrivent en prison. Donc les centres de détention, bien sûr, les détenus viennent d'ailleurs, d'autres établissements pénitentiaires, donc on n'est pas dans l'entrée. Et une question essentielle qu'on a voulu se poser, c'est avant même de la prison, puisque vous savez qu'il y a tout un questionnement autour de l'impact de l'incarcération sur l'état de santé des personnes qui y sont. Donc là,
ça permet de trancher. Et ça, c'est un type d'étude qui n'avait pas été mené jusqu'à présent. Et donc, ont été inclus dans cette étude 653 personnes qui ont été évaluées dans les 72 premières heures de leur incarcération, avec bien sûr une évaluation globale sur des aspects sociaux, démographiques, sur les antécédents, etc. Et également une évaluation diagnostique à l'aide du MINI, qui est le MINI. Pourquoi? Parce que c'est la même méthodologie qui a été utilisée dans les études santé en population générale menées par le CCOMS, qui nous a permis de faire des comparaisons directes. Alors voilà les résultats de cette étude qui montrent qu'à l'entrée en détention dans les maisons d'arrêt, eh bien, on observe une prévalence des troubles psychiatriques qui est nettement, significativement supérieure à celle de la population générale et de la même population générale issue des mêmes territoires. Et vous voyez que cette surreprésentation, alors vous voyez sur le graphique ici, en vert, c'est la prévalence chez les personnes incarcérées, et en rouge, chez les personnes en population générale. Et vous voyez que pour l'ensemble des diagnostics, il y a une surreprésentation qui est tout à fait importante, qui est parfois, enfin, en moyenne triple, mais pour certains diagnostics, même par exemple pour le diagnostic d'état de stress post-traumatique, vous voyez qui est quand même minime en population générale de l'ordre de 1%. Là, il est multiplié par 5, ce qui est tout à fait considérable, mais je vais y revenir tout à l'heure. Et vous voyez que pour certains troubles, 31% pour les troubles de l'humeur, tout confondu, les troubles anxieux, les troubles psychotiques, 7%, là aussi, ce qui revient à peu près à ce qui avait été observé dans l'étude de Falissard, et les troubles liés à l'usage de substances psychoactives, vous voyez, 53%, et le risque suicidaire, 31%. Donc, une population, en tout cas, une réelle surreprésentation de pathologies dès l'entrée dans l'univers carcéral. Vous avez un peu plus de détails ici, enfin je ne vais pas rester longtemps sur cette diapositive, mais vous voyez que la significativité, elle est très nette pour l'ensemble des symptômes, et vous avez même le détail, toutes ces données sont disponibles dans la publication de Thomas Fauvet. Vous avez aussi le détail pour les différents types de consommation de drogue, et pour chaque trouble, ainsi que pour le risque suicidaire. Mais ce qui est, je pense que, bon, ça, bien sûr, c'est quelque chose qui permet de le montrer, qui compare à la population générale, mais qui est, comme je le disais tout à l'heure, enfin, déjà perçu, connu, même si c'est de façon plus intuitive. Mais le résultat qui nous semble le plus important de cette étude est de montrer, en fait, que c'est l'association de plusieurs troubles qui est, en détention, la règle plutôt que l'exception. C'est l'exception en milieu général. En milieu général, c'est c'est 85% des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques n'ont qu'un seul trouble en milieu général. Alors que en prison, eh bien, vous voyez que c'est près de la moitié des personnes incarcérées qui ont au moins 2 troubles. Et vous voyez, quand vous regardez les comorbidités, le nombre ici, vous avez le nombre de comorbidités, vous avez quand même 7% de détenus qui ont au moins 4 diagnostics qui coexistent, 10% qui en ont 3, etc. Donc c'est vraiment considéré que ça devient la règle. Et donc près de la moitié, et ça a un impact sur bien sûr la prise en charge, tout d'abord dans l'identification des troubles, parce que quand on a plusieurs troubles, eh bien peut-être il y a des troubles importants qui passent totalement inaperçus, qui sont occultés, donc qui ne sont pas pris en charge, et l'absence de prise en charge va participer à la pérennisation des troubles. Et puis, bien sûr, chaque trouble va avoir des conséquences sur la sévérité des autres troubles. Or, euh, peut-être, enfin, je pense que les personnes qui travaillent en prison vont se reconnaître. C'est vrai que autant en prison, il est à peu près, on sait travailler sur une comorbidité, addiction et troubles psychiatriques, de faire, par exemple, sur le plan, si on regarde juste les traitements, de faire cohabiter un traitement par antipsychotique et traitement de substitution aux opiacés. Mais c'est pas une pratique des plus courantes, et en milieu habituel, c'est bien sûr loin d'être courant. Or, il y a une formation qui est
réellement insuffisante autour des problématiques de prise en charge de comorbidité. Donc si, encore une fois, hein, dans les implications issues de cette recherche, c'est vrai que mettre l'accent dans ces pratiques particulières de prise en charge et de soins en milieu pénitentiaire sur les problèmes de comorbidité est un point qui semble essentiel et qui mérite d'être amélioré. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'état de stress post-traumatique, hein, qui est 5 fois plus important chez les détenus qu'en population générale. Et là aussi, derrière ces états de stress post-traumatique, eh bien, ce qui va caractériser les personnes en milieu carcéral, c'est qu'il y a 3 fois plus de comorbidités associées. Et donc, encore une fois, qui fait passer inaperçu, en particulier, ce diagnostic d'état de stress post-traumatique qui apparaît, on le voit, beaucoup plus tôt en âge par rapport à la population générale, et là aussi qui mérite une prise en charge qui soit spécifique de façon à faire améliorer les choses. Parce que si on ne prend en considération que l'addiction qui est comorbide ou que le trouble de l'humeur qui est comorbide, eh bien, on aura beaucoup plus de difficultés à résoudre les problèmes d'addiction ou trouble de l'humeur si on ne prend pas en considération ce trouble PTSD, qui n'est pas toujours mis en avant et dont le diagnostic et la prise en charge n'est pas forcément une règle, y compris en milieu pénitentiaire. Donc là, bien sûr, c'est quelque chose de tout à fait important. Autre point d'importance, c'est le risque suicidaire. Vous avez vu, le risque suicidaire, eh bien, c'est 30% des personnes à l'entrée en prison. Bien sûr, il faut considérer le contexte de l'entrée en prison, qui est un contexte de stress tout à fait important, ou tout ça, mais n'empêche que l'évocation d'idées suicidaires n'est pas quelque chose de banal, qui est à prendre en considération et qui fait partie bien sûr, de la prévention. Et en prison, pardon, on sait à quel point le risque suicidaire est important. C'est un décès sur 2. C'est tous les ans environ autour de 115 suicides par an, avec des plus, avec des moins. Et donc là, c'est une prévalence, malheureusement, et je parle exclusivement des décès, qui est entre 7 et 10 fois plus important que la population générale. En population générale, hein, les taux, on parle c'est sur 100 000 habitants. En prison, c'est sur 10 000 personnes. Donc voilà. Et on sait qu'il y a très peu d'évolution depuis la fin des années 90 sur ces chiffres de suicidalité et que la France, en Europe, est un des mauvais élèves. On a également des tentatives de suicide qui sont très difficiles à comptabiliser en prison sur le plan épidémiologique. L'administration pénitentiaire donne des chiffres de comportement auto-agressif. Les secteurs de santé vont plus s'appuyer sur un proxy qui est l'appel du SAMU, qui est quand même globalement associé, enfin qui ne rend pas compte de l'ensemble des tentatives de suicide. Et enfin, les idées suicidaires sont largement surreprésentées en prison et ce sont bien sûr des facteurs de risque de suicide tout à fait importants. Et vous savez que là aussi, hein, c'est sur le CHU de Lille, enfin bien sûr partout en France, mais on développe un certain nombre de dispositifs hein, pour la prévention du suicide. Il y a le dispositif Vigilance qui est une veille. Il y a actuellement, nous sommes sur un travail du déploiement d'un numéro national de prévention du suicide qui devrait ouvrir, enfin la ligne devrait ouvrir le 10 septembre de cette année, avec dans l'idée de l'ouverture de cette ligne, dès le début, la question de l'accessibilité à cette ligne. Accessibilité, bien sûr, au handicap, à la précarité, à la fracture numérique, mais aussi à la situation de détention. Et donc, nous réfléchissons aussi, maintenant que le téléphone se déploie en prison dans les cellules, à la possibilité que ce numéro fasse partie des numéros autorisés par l'administration pénitentiaire pour pouvoir y répondre. Donc, là aussi, quelque chose de tout à fait important pour faire comment diminuer la suicidalité, et en particulier bien sûr le nombre de décès par suicide, mais aussi la suicidalité, c'est peut-être là d'imaginer des dispositifs qui ne soient pas, comme ça l'est actuellement, des dispositifs qui soient uniquement pour empêcher les personnes de se suicider au moment d'une crise suicidaire, mais de travailler plus en amont sur le risque suicidaire, sur les idéations suicidaires. Et donc, c'est pour ça que nous menons actuellement sur 2 établissements de la région et sur l'UHSA, eh bien, vigilance en prison,
qui est en cours, mais qui mérite, enfin qui doit être évalué. C'est là tout le sens tout à fait important des recherches en milieu pénitentiaire. Et donc, le vigilance en prison s'inspire bien sûr du vigilance dans le dispositif général, c'est-à-dire de créer des liens ou de maintenir des liens via des lettres, via même le téléphone, mais de l'adapter à l'environnement carcéral, d'une part, et de l'adapter aussi à la population qui est en prison, puisque là, on vient de le dire pendant quelques minutes, il y a une surreprésentation des troubles psychiatriques et donc des idées suicidaires, et donc d'élargir l'inclusion à ce dispositif vigilance, bien sûr à ceux qui ont fait une tentative de suicide, mais aussi à ceux qui font une tentative de suicide, qui en ont fait une dans l'année précédente, ou bien chez qui on identifie un risque suicidaire élevé dès l'entrée en prison. Donc ça, c'est bien sûr tout à fait important et l'évaluation est là aussi importante parce que malheureusement, beaucoup d'innovations, beaucoup de dispositifs ont été mis en place en prison, mais n'ont jamais été évalués. Donc l'absence d'évaluation fait que ils sont oubliés peut-être dès que la personne qui les a mis en place est partie. Autre point important dans les recherches, la recherche sur les soins et sur la santé en prison, c'est de travailler sur les inégalités d'accès aux soins, des inégalités qui peuvent être simplement territoriales, on les connaît dans le milieu général, et bien en prison ça existe également. Vous voyez ici simplement sur un paramètre qui est le nombre de kilomètres entre un lieu d'hospitalisation et le lieu où se situe la prison, et bien on va voir un accès finalement à l'hospitalisation qui va être beaucoup moins important. L'accès à l'UHSA, vous voyez, simplement c'est un travail qui a été mené sur la Normandie et les Hauts-de-France, et bien alors que vous voyez que les couleurs représentent la densité carcérale, donc là où il peut y avoir de la surpopulation carcérale, qui est un facteur bien sûr important, un déterminant de santé chez les détenus, le nombre de détenus, la distance. Vous voyez que l'hospitalisation, l'UHSA pour l'ensemble de cette région-là se trouve dans la région de Lille. Eh bien, plus vous vous en éloignez, moins vous avez de possibilités d'être hospitalisé dans l'UHSA, alors que l'UHSA avait été conçu pour améliorer le parcours de soins du patient détenu en donnant dans la gradation des soins du DSP au SNPR jusqu'à l'hospitalisation 24 heures sur 24, mais ce sont les établissements les plus proches qui en, entre guillemets, profitent le plus. Même chose, vous voyez que le dispositif reste insuffisant parce que lorsqu'on regarde globalement sur l'ensemble du territoire français, quels sont les établissements qui vont bénéficier, dont les détenus vont bénéficier d'une hospitalisation en UHSA, vous voyez que selon les régions, eh bien, c'est uniquement la proximité ou ça s'étend largement sur la proximité. Et ça, bien sûr, c'est un fait important. Et alors qu'il existe actuellement 9 UHSA sur le territoire français, vous voyez qu'il y a autant il y a à peu près autant d'hospitalisations hors UHSA que dans l'UHSA. Alors, vous allez me dire, oui, mais du moment qu'ils se font hospitaliser, c'est pas un problème, mais il faut savoir que les conditions d'hospitalisation hors UHSA, dans le secteur général de psychiatrie, eh bien, est problématique, et ça a été souligné par le représentant du contrôle général, que un détenu qui arrive en milieu psychiatrique ordinaire, eh bien, d'emblée, il n'a pas la possibilité d'avoir une hospitalisation libre comme il l'a en l'UHSA. Donc, il est obligatoirement en hospitalisation en soins sans consentement, même s'il est consentant, qui est un paradoxe. Et puis, les conditions d'admission avec isolement systématique, parfois, j'ai passé une règle, mais enfin souvent, donc, bien sûr, vont pénaliser le parcours de soins. Et puis, je termine sur toujours la finalité des recherches et l'intérêt des recherches sur, bien sûr, il y a l'incarcération et après. Et on sait à quel point l'incarcération peut être à l'origine d'une rupture dans le parcours de soins qui avait déjà été établi avant l'incarcération. C'est un parcours de soins autour de la psychiatrie et que la période qui va suivre la sortie de détention est une période à très haut risque. On sait qu'il y a un risque de mortalité qui est tout à fait important. Alors bien sûr, on connaît la mortalité liée à des overdoses dans le mois qui suit
la détention, mais également de suicide, de décompensation psychiatrique et de décès, sachant que plusieurs études ont montré même que ce risque était plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Et bien sûr, donc c'est un point important et on connaît aussi les difficultés parfois à pouvoir renouer les liens avec le secteur de psychiatrie, avec la médecine générale, avec des soins tout à fait de base, et que cette articulation des soins psychiatriques entre l'intra et l'extra-carcéral reste un problème. Et donc là aussi, il a été souhaité de créer cette étude, enfin de mettre en place une étude de santé en population carcérale sortante pour mieux évaluer les besoins de soins, c'est-à-dire de regarder un petit peu en parallèle de ce qui a été dit dans la population entrante tout à l'heure, de regarder l'état de santé des personnes sortant de prison, ce qui permet d'avoir quand même de se faire une idée sur les besoins de soins, de quelle façon on peut articuler les choses, comment on peut éviter les ruptures dans les prises en charge, et donc de mieux déterminer les parcours de soins, c'est-à-dire de mieux aussi guider nos tutelles, et en particulier à la direction générale de l'offre de soins, à organiser, structurer ce parcours de soins à la sortie. Donc c'est vraiment tout l'esprit de cette étude santé en population carcérale sortante qui est financée par la DGS et par Santé publique France et qui est portée, encore une fois, par la promotion est assurée par la Fédération régionale de recherche en santé mentale des Hauts-de-France. C'est une étude, cette fois-ci, nationale. Là, vous voyez l'ensemble des centres qui sont impliqués ici sur la carte. Alors c'est là qu'on rentre dans une dynamique de recherche parce que avec le soutien méthodologique de Bruno Falissard, eh bien il a fallu tirer au sort les établissements en fonction du nombre de détenus qui sont admis, en fonction aussi des flux de détenus, c'est pas des très beaux mots, hein, mais enfin c'est tout à fait important, de façon à être le plus représentatif possible de la population carcérale en France. Et donc, l'objectif est de mesurer, bien sûr, la prévalence des troubles psychiatriques, de mesurer la sévérité des troubles à la sortie de prison, le parcours des personnes. Donc, on leur demande quel a été, et on demande à eux et puis également aux équipes de soins de documenter quel a été leur parcours de soins pendant la détention, et puis même le parcours de soins avant la détention, et puis de donner aussi quelques informations sur l'expérience carcérale vécue, la prévalence de traumatismes vécus avant la détention, pendant l'enfance, mais aussi pendant la détention, et le parcours de soins envisagé après la détention. Alors c'est une étude qui est pilotée, la chargée de recherche et Camille Lancelet, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui porte cette étude. Donc il y a des volets qui sont purement épidémiologiques, santé publique, et puis des volets qui vont être beaucoup plus sociologiques, voire anthropologiques, notamment j'attire votre attention sur des volets ancillaires de l'étude où on va se focaliser sur, on est en train, c'est en cours, hein, de se focaliser sur ce qui se passe en Outre-mer et aussi pour les femmes incarcérées qui n'ont pas pu, enfin, il n'a pas été possible de rentrer dans cette étude générale, les femmes incarcérées, puisqu'elles ne représentent que 2 à 5% de la population incarcérée. Et donc, dans une perspective purement épidémiologique, on n'aurait pas eu quelque chose de représentatif. Donc, on a préféré se focaliser sur une étude beaucoup plus qualitative sur les problématiques des femmes incarcérées, pour lesquelles, je vous rappelle, la sortie de prison, les indicateurs sont encore plus défavorables que pour les hommes. Et donc, ce qui nous amène aussi, d'où là aussi, hein, la réflexion est toujours sur la finalité de recherche, hein, sur des équipes mobiles ou sur des dispositifs qui peuvent avoir comme objectif en commun d'éviter les ruptures après la carcération. Alors, à Lille, on a monté une équipe mobile transitionnelle qui s'appelle EMOT. Il n'y a pas qu'à Lille, il y a Toulouse qui est en train d'en monter une actuellement. Et puis, il y a d'autres dispositifs qui existent, bien sûr, dans plusieurs endroits en France, hein, qui visent à prévenir cette rupture, permettre une prise en charge optimale au cours de la période. Mais ce qui est important, et ça, c'est à mon avis, le message le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'un dispositif comme ça se met en place, il est
il est indispensable, il est vraiment impératif de pouvoir l'évaluer, de se doter d'outils d'évaluation. Et donc là, pour exemple, cette équipe mobile là, qui est mise en place sur le CHU de Lille, sur une vocation sur l'ensemble du territoire de santé mentale, eh bien, on a consacré une partie tout à fait conséquente du financement aux outils d'évaluation et à la mise en place d'une évaluation qui est bien sûr évaluation sur les aspects médicaux, psychiatriques, hein, sur, sur la suicidalité, sur l'absence de décompensation, mais aussi des aspects sociaux, sur est-ce que le détenu va retrouver un domicile ou pas, ou etc., ou s'insérer, et puis également des indicateurs qui vont être pénaux, puisqu'on sait aussi les liens qui existent entre ces ruptures de soins et la réincarcération ou le repassage par. Donc c'est tout à fait important de mettre en place un dispositif d'évaluation autour des dispositifs. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette présentation. Donc voilà, je crois que il y a une nécessité de mettre en place des dispositifs de soins et d'accompagnement qui soient innovants et qui soient efficients dans les prisons françaises et autour des prisons françaises. Évidemment, ça c'est important. Et donc, il est essentiel de pouvoir mesurer leur efficience et donc de les évaluer. Et ça, c'est une démarche, il y a une démarche méthodologique hein, ça ne s'invente pas, il y a des outils, il y a des compétences qui doivent être réunies autour de cette évaluation, mais c'est tout à fait essentiel. Voilà, donc la recherche, l'évaluation des dispositifs est quelque chose de tout à fait indispensable et qui devrait désormais s'intégrer dans l'ensemble des dispositifs existants autour de la prise en charge des détenus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, bah c'est des questions essentielles. Hein. C'est vrai que concernant les modes, enfin les modes, c'est tout ça, mais c'est vrai que c'est issu. Bon, bah, il y a beaucoup de la notion de la liaison et du maintien du lien en psychiatrie, c'est une notion qui n'est pas exclusive à la psychiatrie en milieu pénitentiaire. Hein. C'est ça. Et c'est vrai que l'intérêt d'avoir une équipe avec des personnels qui travaillent, qui ont un pied dans la prison, un pied à l'extérieur et qui permettent de faire le lien, d'assurer le lien, d'anticiper la sortie avec tous les aléas que ça veut dire, parce que la sortie de prison, on peut jamais être sûr de la date de sortie, donc c'est toujours, mais justement de consolider suffisamment ce relais, cette prise en charge de façon à ce qui est à éviter cette période de creux qui est tout à fait importante hein, et qui est là il y a eu plusieurs travaux hein, d'interviews de détenus ou d'anciens détenus qui parlent de cette période qui suit, enfin les 2 mois qui suivent l'incarcération. Et je pense que en addictologie, ça a été même un sujet tout à fait important porté par pas mal de personnes au niveau national. Mais c'est vrai que c'est tout à fait c'est essentiel. Et qu'on puisse retrouver ça dans d'autres milieux, c'est ça. Qui fait le lien hein, entre l'extra et tout ça? Parce que une équipe, je le connais, hein, j'ai aussi une activité en milieu général de psychiatrie générale. Eh bien, on sait aussi l'appréhension que peuvent avoir des équipes, qu'elles soient hospitalières ou ambulatoires, de recevoir, il sort de prison, etc. Ça va être difficile, y compris même pour les patients. Hein, quand on discute avec les associations d'usagers ou associations de patients, de dire bah oui, quand quelqu'un arrive de prison dans le service où on est hospitalisé, c'est très compliqué. Ou même dans des salles d'attente de CMP, tout ça. Donc ce travail de lien permet d'anticiper. C'est vrai que c'est tout à fait essentiel. Et sur la deuxième partie de votre question, on est aussi sur la question du lien. Et vous l'avez dit, c'est vrai que jusqu'à présent et dans les travaux qu'on mène avec l'administration pénitentiaire sur la prévention du suicide, c'est comment éviter aux gens de se suicider. Donc c'est ça, les cellules lisses, le co-détenu de soutien ou toutes les mesures, c'est de repérer quelqu'un qui est sur le point de se suicider, comment l'empêcher de se suicider. Alors que vraiment dans la prévention du suicide, ce qui marche en prévention, c'est de travailler en amont et de créer suffisamment de liens en amont pour éviter qu'on en arrive à cette situation suicide. Donc c'est aussi, c'est toujours sous le signe du lien, hein, pour reprendre ce qui est dit par un certain nombre de gens qu'on connaît, mais c'est tout à fait important. Et donc
cette idée de déployer du vigilance en prison, bah après, il peut y avoir d'autres déclinaisons de ça, mais c'est comment créer des liens chez des gens qui peuvent être vulnérables, en difficulté, et qu'on peut repérer très très tôt, on peut les repérer dès l'entrée en incarcération. Et je termine pour faire le lien avec les modes, c'est-à-dire que ce lien peut aussi se perdurer, être transmis via l'équipe transitionnelle, vers l'équipe émote pour poursuivre. C'est-à-dire que dans l'idée de la veille vigilance, l'idée, c'est que les équipes transitionnelles puissent prendre le relais du vigilance et de faire le passage avec le vigilance du secteur général.